Alors, moi, dans ma famille, tout le monde est médecin, hein. Donc, quand moi, j'ai dit que je ne ferais pas médecine, ma sœur m'a dit, bah, tu fais médecine et après, tu verras. Je dis, non, en fait, je ne vais pas faire médecine, hein, puisque mon frère et ma sœur a 15 ans de plus que moi et mon frère 13 de plus. Et ils ont tous les deux fait médecine. Tous mes neveux, enfin, tout le monde fait médecine. Et donc, moi, j'aimais les maths, j'aimais le commerce. Donc, j'avais envie de faire du commerce plutôt. Hey, Finta! Finta! Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voix en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne, au féminisme et à l'enclavement, d'hier jusqu'à aujourd'hui. Et si la journaliste Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-il un de plus ? C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Après Marie-Thérèse Lacombe, Nicole Fage-Galtier, Danielle Dastug, Danielle Puech, Sarah Singla, Emmanuelle Gazelle et Josette Hart dans la première saison, Ginette Marchive, Pauline Broca, Audrey Dussutour et Catherine André dans la deuxième saison, je vous propose d'embarquer pour une troisième saison des pionnières. Aujourd'hui, avec Iselis Coste. Elle est la pionnière du marketing digital en France. Ce n'est pas moi qui le dis en ces termes, c'est le magazine Forbes. Fondatrice de l'entreprise Mille Merci au début de l'an 2000, Iselis Coste est entrée en bourse moins de 6 ans plus tard. Devenue Numberly, l'entreprise qu'elle dirige avec son compagnon Thibaut Munier emploie 500 salariés dans 50 pays. Dans cette vie menée tambour battant entre Paris et la Silicon Valley californienne, Iselis Coste garde l'Aveyron comme un centre de gravité immuable, comme un refuge répondant à son besoin de lenteur. Et si elle a vécu la naissance d'Internet aux États-Unis, elle mesure la grande responsabilité qui lui incombe aujourd'hui pour contribuer à façonner l'Internet de demain. Attablée dans son cocon familial à Paris, nous avons aussi abordé son engagement pour l'égalité des chances et des genres et l'héritage de ses grands-mères de Broquiès à Comps-la-Grandville qui incarnaient toutes deux un modèle matriarcal fort. Comme à toutes les pionnières au micro de Finta, je lui ai demandé de compléter cette phrase à la manière d'Annick Cogent « Je ne serais pas arrivée là si… » Je ne serais pas arrivée là si j'étais pas partie aux États-Unis. Parce que j'aurais pas découvert Internet déjà quand je suis arrivée en 95. C'était le tout début, hein, c'était une semaine avant la naissance de Yahoo, c'était vraiment les débuts. En France, on n'en parlait pas à l'époque. Et donc, je pense que je ne serais pas tombée dedans aussitôt et avec autant de temps, parce que j'étais étudiante encore, donc j'avais beaucoup de temps, pour découvrir ce nouvel univers et me faire complètement chambouler par ce nouvel univers. Donc tu avais quel âge à ce moment-là ? Eh bien, j'avais 20 ans, puisque moi, je suis partie du centre de la France, de l'Aveyron. Après mon bac, j'avais 17 ans. Donc, je suis partie à Paris. Et après, j'ai eu une bourse pour partir aux États-Unis. J'avais, 20 ans. Quand je pose cette phrase comme introduction, je ne serais pas arrivée là. Comment tu le définis, le là ? Tu en es où ? Alors aujourd'hui, moi je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que je fais un métier que j'aime, qui est le marketing digital, qui est ce qui m'a toujours intéressée justement parce que je suis tombée dedans dès le début, donc c'était très amusant de comprendre comment le digital changeait la façon de faire du marketing, changeait la façon de parler aux gens en général et aux consommateurs en particulier de manière plus pertinente. Donc, c'est une vraie aventure, en fait. C'est un vrai bouleversement d'un écosystème. Y participer, c'est extrêmement stimulant. Là, c'est une entreprise de tech française. Et je pense qu'on a besoin de tech en France. On a beaucoup de talents dans les sujets en maths, en algorithmie, en dev.
Et il faut les exprimer, ces talents, il faut des entreprises, des lieux, on va dire, pour les exprimer. Et c'est important qu'on en ait en France, en Europe, parce que évidemment, la technologie, elle façonne beaucoup le monde de demain. Et je pense que la culture européenne a besoin d'être présente dans le monde de demain. Et pour être présente, il faut qu'elle soit présente dans l'industrie, pas seulement dans la réflexion, pas seulement dans la législation, mais aussi dans le business, dans l'industrie, dans ceux qui fabriquent la tech de demain. Et on en fait partie. Donc là, c'est quand même beaucoup ça. Est-ce que tu arrives à définir simplement le marketing digital pour vraiment des néophytes ? Le marketing digital, c'est utiliser les canaux digitaux, Internet, les mobiles, de manière plus pertinente que le marketing qu'on faisait sur la télévision ou sur les panneaux d'affichage qui n'étaient pas du tout ciblés, qui n'intéressaient pas beaucoup de gens, hein. Si vous n'êtes pas parent d'enfants jeunes, les publicités pour les couches, ça vous passionne pas. C'est comme ça vous intéresse pas. Vous n'êtes pas concerné en fait. Et donc finalement, ça fait du bruit. Donc comment éliminer ce bruit ? Comment parler de choses finalement qui intéressent les gens au bon moment ? Et les canaux digitaux, ça permet ça. Donc ça permet d'être plus pertinent. Ça permet. Moi, je pense que le marketing est important parce que c'est un moteur des entreprises, un moteur économique. Ça permet aux entreprises de faire connaître leurs produits, donc de continuer à produire. J'espère de plus en plus en Europe. On voit quand même un mouvement où les gens comprennent qu'il faut créer de l'emploi local. Il faut aussi, pour des raisons RSE, carbone, d'impact carbone, il faut relocaliser des choses. Et donc le marketing, il permet cette évolution économique pour les entreprises et les canaux digitaux permettent de le faire mieux, de le faire avec moins de déperdition, moins de bruit. De manière plus ciblée. Plus ciblée, plus pertinente, moins intrusive, moins volumique. En télé, on parlait de part de cerveau. En digital, on ne parle pas du tout de ça. C'est pas la répétition qui compte, c'est vraiment la pertinence. Tu parles de moins intrusif, c'est marrant parce que ça peut paraître très intrusif justement puisque c'est basé sur nos données très personnelles qu'on laisse en ligne. Pourquoi ce serait moins intrusif ? Moi, je pense que l'intrusivité, elle vient de la non-pertinence et elle vient de l'interruption. Après, nous, on travaille que sur des données que les gens acceptent de partager. Donc, ils acceptent de le faire si ça leur apporte de la valeur. Ils acceptent de le faire si, du coup, c'est plus intéressant pour eux. Et donc, oui, moi, je suis persuadée que si on le fait bien, c'est moins intrusif. Intéressant. Je te propose qu'on y revienne juste un peu plus tard sur ton métier. Si on revient à tes racines aveyronaises, donc ton papa est originaire de Broquiès, ta maman de Comps-la-Grandville, où tu passes encore beaucoup de temps à Comps. Oui, tout à fait. Quel lien est-ce que tu entretiens à tes racines ? C'est un lien, je pense que moi j'ai beaucoup bougé, globalement j'ai passé beaucoup de temps entre la France et les États-Unis notamment, mais d'autres pays aussi, donc mon métier a fait que j'ai beaucoup bougé et je trouve qu'on a besoin, surtout dans des environnements très évolutifs comme ceux qu'on traverse aujourd'hui et puis où on traverse des crises aussi, là on a eu le Covid, mais globalement le digital ça va très vite, je trouve que c'est important d'avoir des endroits un peu immuables comme ça où on vient retrouver finalement de la sérénité, de la lenteur, parce qu'on est dans un monde où on manque, je pense, parfois de lenteur et on en a besoin pourtant. C'est important pour arriver à
à imaginer la suite, à être innovant. Hein. L'innovation, elle est au cœur de nos métiers, mais l'innovation a besoin de lenteur. Ça peut être un peu contre-intuitif, mais j'en suis assez persuadée. Et donc voilà, je trouve que c'est un endroit important pour moi. C'est un endroit que j'aime, où j'ai plein de souvenirs, où j'ai aussi plein d'envies. Hein. C'est pas qu'un monde passéiste, évidemment. Voilà, où j'aime aller jardiner, aller retrouver des choses plus manuelles, plus incarnées, on va dire, que mon travail quotidien, qui est un travail le digital. Hein. Il y a évidemment, on touche rien, on fabrique que des choses intangibles. En plus, nous on travaille dans la data, qui est quelque chose d'extrêmement abstrait. Et donc, je pense que l'être humain a besoin aussi de choses concrètes, de voir pousser des tomates, enfin des choses qu'on voit plutôt en Aveyron qu'à d'autres endroits, disons. Où est-ce que tu as grandi, toi ? Alors, j'ai grandi à Clermont-Ferrand, majoritairement, puisque mes parents, mon père avait été muté à Clermont. Et donc, on avait une maison à Clermont, mais j'ai passé toutes mes vacances en Aveyron. Donc j'ai grandi, je dirais, entre l'Aveyron et Clermont-Ferrand. Mais scolairement, j'ai passé plus de temps à Clermont. Oui. Ce qui m'a intéressée dans ton parcours en me documentant, c'est que tu avais dit que tu as été élevée dans une famille matriarcale. Chez nous, le savoir et le salaire étaient détenus par les femmes. Alors particulièrement dans cette série sur les femmes pionnières en Aveyron, ça m'a marqué. Est-ce que tu peux me l'expliquer ? Oui, mes deux grands-pères étaient agriculteurs et mes deux grands-mères étaient institutrices. Et même mon arrière-grand-mère du côté de mon père était institutrice aussi. Donc les femmes avaient des salaires, hein, ce qui à l'époque était beaucoup, hein, parce que les agriculteurs en avaient pas, ils avaient des revenus, mais quand il y avait un problème, ou je sais pas, un animal qui avait un problème, forcément c'était beaucoup moins régulier comme flux de revenus. Et un savoir aussi, hein, parce que les études pour être institutrice, c'était des études complètes. Hein, et donc oui, il y avait un équilibre en tout cas des deux côtés. C'est marrant, mes deux, à la fois mon père et ma mère avaient les mêmes structures familiales. Des deux côtés, un équilibre qui n'était pas forcément classique, on va dire. Mais de manière très différente. J'avais deux grands-mères qui avaient beaucoup de place, on va dire. La mère de mon père était quelqu'un de très autoritaire, très amusante. Et du côté de ma mère, ma grand-mère, mon grand-père était assez gender equal avant l'âge, je dirais, donc était assez marrant. Et il y avait un partage des tâches qui était pas forcément classique, je dirais, pour ces époques-là. Donc oui, une structure familiale, en tout cas, qui mettait beaucoup d'égalité. En plus, mon père était le seul garçon. Il avait deux sœurs. Chez ma mère, elles étaient trois filles. Donc quand même beaucoup de femmes aussi dans les deux familles, on va dire. Comment est-ce que ça t'a structuré, toi ? Je sais pas, c'est toujours difficile de le dire, hein, mais en tout cas, moi, j'ai jamais ressenti de différence ou de plafond de verre, on va dire, à être une femme. Après, évidemment, donc, moi, quand j'ai débuté dans le monde académique, puisque j'étais ce qu'on appelle enseignant-chercheur, je faisais une thèse, hein, dans le monde académique, au départ, c'est un monde assez égalitaire. Il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, même il y en a autant. En fait, c'est un monde très inégalitaire, parce qu'il y a très très peu, par exemple, de femmes qui sont présidentes d'université. Donc ça devient, la pyramide devient très très masculine rapidement. C'est en train de changer, mais c'est très lent. N'est pas au goût. Mais moi, je l'ai pas forcément senti au début de ma carrière. Et je l'ai senti quand même assez rapidement, et ça a toujours été un sujet, disons, le gender equality, ça a toujours été un sujet important pour lequel le fait de passer du temps aux États-Unis, où c'est un sujet qui est beaucoup plus verbalisé,
m'a permis d'y participer, en tout cas de faire entendre ma voix, une voix européenne, qui est une voix un peu différente aussi d'autres voix qu'on peut entendre. En quoi alors? Qu'est-ce que tu portais comme message? Il y en a plein. Moi, je pense que, au-delà de la problématique éthique que pose l'absence d'égalité des chances, puisque là, on a bien un problème d'égalité des chances entre les hommes et les femmes, et donc il faut qu'on se batte pour cette égalité des chances. Après, c'est un choix individuel. Tout le monde n'a pas envie d'être patron de boîte, qu'il soit homme ou femme. Tout le monde n'a pas envie... d'ailleurs, d'avoir des enfants qui soient hommes ou femmes. Enfin, après, c'est un choix individuel. La problématique, c'est d'avoir une égalité des chances au départ, donc de ne pas être contraint dans ses choix. Donc, au-delà de cette problématique éthique, moi, je pense que c'est une problématique de performance, la diversité. Donc, la diversité de genre, comme d'autres diversités, apporte de la performance à une organisation, que ce soit une entreprise, une association, un gouvernement, enfin quel qu'il soit en fait. Et donc il faut se battre pour que ce soit le cas. Quand tu parles d'égalité des chances, la question se pose aussi géographiquement, quand on Bien sûr. vient de l'Aveyron, de Clermont-Ferrand. À quel moment, toi, est-ce que tu t'es autorisée à partir? Tu l'as dit, tu as beaucoup bougé, mais à quel moment... Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es autorisée, ou est-ce que ça a été assez naturel dans l'accompagnement de tes parents? Alors là, je me suis jamais posé la question. Enfin, moi, j'ai jamais ressenti tellement ouais, non, j'ai jamais ressenti d'être enfermée quelque part ou d'être que ce soit compliqué d'aller ailleurs. J'ai jamais ressenti ça ici, ailleurs. Enfin, non, alors oui, on est dans des régions enclavées. Enfin bon, maintenant on est quand même à quelques heures de train, quelques heures d'avion. Rien n'est si compliqué. Et puis quand on regarde, je vois, c'est rigolo l'histoire de l'Aveyron avec les gens qui remontaient du charbon par les voies fluviales, qui restaient à Paris. Enfin, c'est beaucoup plus facile qu'à cette époque-là. Donc moi, je fais pas à Paris. Je fais pas partie du sérail, j'ai pas un profil classique, on va dire, de l'intelligentsia parisienne, qui a beaucoup d'entre-soi, mais ça m'a jamais dérangé et ça m'a jamais j'ai jamais senti comme un frein ou comme un problème. Je pense que si on a envie des choses, si on connaît mieux les sujets que les autres, et si on travaille plus, globalement, ça se passe bien, quoi. Je te pose cette question aussi parce que l'idée de la collection des femmes pionnières, c'est de rendre visibles des femmes qui ont beaucoup œuvré dans divers domaines en Aveyron, mais que l'histoire n'a pas forcément mise en avant. Donc l'idée, c'est un peu de redonner cette visibilité et aussi de donner des modèles, de se dire que d'où qu'on vienne, et là particulièrement en Aveyron, a priori tous les champs sont ouverts. Est-ce que ça te parle, toi, cette idée-là? Mais notamment d'Aveyron, c'est un pays... Mais l'Aveyron, c'est un pays qui a fourni beaucoup. Je veux dire, c'est un pays où il y a eu. C'est un pays dur, donc c'est quand même un pays où il y a eu beaucoup d'expatriation, de gens qui sont partis vivre en Argentine. Ça a toujours été un pays de départ et de retour, l'Aveyron. C'est un pays qui culturellement. C'est un pays, difficile, donc c'est pas comme quand on est en Beauce où globalement c'est assez facile, il faut faire pousser des trucs, quoi. C'est un pays dur. Donc je pense que culturellement, dans l'ADN, c'est plutôt un pays qui a toujours connu des gens qui sont expatriés, qui sont revenus, et voilà, c'est une culture où le travail est récompensé, le travail est dur, mais le travail est récompensé. Donc non, je pense qu'au contraire, c'est plutôt... Il y a un esprit de corps aussi, il y a quand même, je pense, un goût du réseau, un goût de l'entraide qui est extrêmement importante. Est-ce que tu as eu des modèles, toi, dans ton parcours?
Ah oui, bon, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens qui m'ont beaucoup inspiré. Alors des gens dans le monde académique, d'abord au départ, John Deaton à Harvard, Bernard Prat à Dauphine, Dominique Roux à Dauphine aussi. Après dans le monde business, Cécile Moulard qui vit aux États-Unis maintenant, mais avec qui on avait cofondé l'IAB, qui est l'Internet Advertising Bureau qui était une association américaine qu'on a cofondée ensuite en France. Voilà, des gens qui ont jalonné comme ça, Henri Lachmann, de Schneider, Patricia Barbizet, enfin plein de gens, oui, que j'ai eu la chance de croiser, plus que croiser, avec qui j'ai eu la chance de passer du temps. Tu te souviens de la jeune fille que tu étais, donc à 17 ans, quand tu as ton bac et que tu quittes l'Auvergne, à quoi tu te destinais à ce moment-là ? Alors, moi, dans ma famille, tout le monde est médecin. Hein, donc, quand moi, j'ai dit que je ne ferais pas médecine, ma sœur m'a dit, tu fais médecine et après, tu verras. Je dis, non, en fait, je ne vais pas faire médecine, hein, puisque ma sœur a 15 ans de plus que moi et mon frère 13 de plus. Et ils ont tous les deux fait médecine. Tous mes neveux, enfin, tout le monde fait médecine. Et donc, moi, j'avais envie moi, j'aimais les maths, j'aimais le commerce, ou j'avais envie de faire du commerce plutôt, disons, en tout cas. Et puis après j'ai fait Paris 1, donc de l'économie, des maths, de l'économétrie. Et puis, je suis partie à Dauphine, où là, j'ai fait une majeure finance et une majeure marketing. On avait le droit à l'époque d'en faire 2. Et puis, quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis tombée dans Internet et je me suis dit, mais ça va tout changer en marketing. Et voilà comment j'ai atterri dans le marketing interactif. Mais globalement, aujourd'hui, chez Numberly, on fait beaucoup de maths. Hein. C'est de l'algorithmie, c'est des maths. Donc, et puis, il y a une part de créativité aussi qui est intéressante. Donc ça mixe plein de compétences et plein de talents. Et moi j'aime bien les choses un peu à la croisée des chemins comme ça. Donc Numberly, c'est ta société aujourd'hui que tu as créée en 2000 avec ton associé Thibaut Munier, qui s'appelait historiquement 1000 Merci. Est-ce que tu peux nous raconter le début de 1000 Merci ? Donc c'est sur ton retour des États-Unis, je crois. Alors oui, donc moi je suis rentrée des États-Unis, je faisais une thèse. Alors d'abord j'ai fait, parce que pour faire une thèse en France, il faut faire un 3e cycle recherche qui s'appelait un DE à l'époque, qui s'appelle maintenant un master recherche. Et moi j'avais pas fait de DEA, j'avais fait un MBA aux États-Unis. Et donc j'ai fait un DEA où j'ai rencontré Thibaut, en fait. Et donc, on faisait nos thèses. C'était passionnant. Hein. Moi, je faisais ma thèse en marketing interactif, lui en marketing relationnel sur les grandes bases de données. Donc, finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le mix de nos 2 thèses. Hein. Et puis, on manquait de données. On n'était pas loin de Noël. On n'avait pas assez de données quantitatives pour faire nos thèses. Et voilà. Et j'ai eu l'idée de 1000 Merci, qui était un moyen d'aller collecter de la donnée, en fait. Hein. C'était voilà. Et donc, j'en ai parlé à Thibaut et on a créé la boîte comme ça. Mais moi, j'avais aucune envie entrepreneuriale. J'avais pas du tout alors, on dit, hein, le contexte familial, entrepreneurial, ça augmente la probabilité. Moi, je n'étais pas du tout dans un contexte entrepreneurial. Donc, comme quoi tout est possible. Il n'y a pas de prédétermination et j'avais pas d'envie spécialement d'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'avais envie de bosser en marketing digital, d'inventer des choses, d'avoir de l'impact. Mais monter une boîte, ça s'est fait un peu par hasard. C'était quoi le principe de 1000 Merci alors ? 1000 Merci au départ, le premier, on va dire, moyen d'aller collecter de la donnée, c'était ce qu'on appelle des wishlists, c'est-à-dire on permettait aux gens de dire ce dont ils avaient envie pour Noël ou pour leur anniversaire. Donc on savait qu'un tel avait besoin ou avait envie de quelque chose, ce qui évidemment en marketing permet d'être beaucoup plus pertinent quand on parle aux gens, quand on sait déjà ce dont ils ont envie. Et voilà, donc ça a été ça, et puis après on a commencé, c'était le lancement de Voyage SNCF à l'époque, hein, avec Expedia. On a commencé à travailler pour eux un peu par hasard, et puis la boîte a grandi, on a levé de l'argent, et
on est rentré en bourse après un peu plus tard et voilà, on a eu la chance de grandir pendant les 23 dernières années, on va dire. Grandir avec notre marché, beaucoup évoluer, c'est un marché super évolutif, la tech est super évolutive, donc les Américains disent pivoter, on a pivoté plein de fois, et c'est assez passionnant. Donc, vous rentrez en bourse 6 ans après la création, c'est quand même très rapide. Aujourd'hui, votre société est scalée. J'ai même pas les chiffres en tête. Est-ce qu'on est toujours sur 500 salariés ? Ouais, un peu plus, ouais. 50 pays ? Ouais. Toi qui n'avais pas forcément envie d'une aventure entrepreneuriale, comment c'est possible d'avoir cette croissance et sans en avoir forcément la fibre au départ ? Après, je sais pas si entre la fibre ou l'envie, c'est... Je pense que... moi, j'ai des copains qui avaient... dont ils avaient envie, c'était entreprendre, et après, ils ont cherché une idée. Nous, ce dont on avait envie, c'était de faire du marketing interactif et d'inventer la façon d'utiliser le digital pour faire un marketing plus intelligent. Alors, pour faire ça, pour avoir de l'impact, le monde académique, c'est un moyen, parce qu'on réfléchit, on publie, et puis dans le business, c'est un autre moyen, parce qu'on fait les choses. Moi, je me suis beaucoup amusée dans le monde académique, mais je m'amuse, je pense, plus en ayant la capacité de faire, de tester, d'avoir un impact direct plus évident, plus lisible, en tout cas que moi, je sens plus qu'un pur impact intellectuel, conceptuel, on va dire, de cadrage, même si on continue à faire beaucoup de recherches, puisqu'on a des gens qui font des thèses chez nous, donc on a la chance de pouvoir... continuer à avoir un pied dans les deux mondes, ce qui est quelque chose d'important pour moi. Donc après, il y a forcément une part de chance. Alors la chance, ça se provoque. Il y a du travail, il y a une équipe. On a la chance d'avoir une équipe absolument exceptionnelle, avec certaines personnes pour qui on travaille depuis plus de 20 ans, et d'avoir grandi avec notre équipe, avec le marché, avec nos clients qui nous font confiance pour certains depuis longtemps. Internet en 2000, Internet en 2023, il y a eu des évolutions folles. C'est clair. Qu'est-ce qui t'amuse encore dans cet objet Internet ? Ce qui m'amuse, c'est qu'on est très, très loin d'être au bout. Je pense qu'on arrive à faire aujourd'hui des choses dont on rêvait en 2000, donc technologiquement. Et les évolutions technologiques sont continues. Là, on voit bien qu'on a Internet, c'était un espace de grande liberté. C'était ce qu'on appelait l'open Internet, l'Internet ouvert. On voit des boîtes américaines et chinoises qui veulent fermer, donc un Google, un Amazon, un Facebook, qui veulent fermer l'écosystème. Et donc on est très loin, je pense, d'avoir un équilibre. C'est toujours des mouvements de balancier, donc c'est très passionnant. C'est très passionnant. Après, technologiquement, c'est un monde qui évolue beaucoup aussi, avec des vrais enjeux là dans les années qui viennent, notamment sur les cookies, puisque Google annonce qu'il n'acceptera plus les cookies. Or, les cookies, c'est la monnaie d'échange d'Internet. Il ne faut pas oublier que Internet, c'était un réseau militaire au départ. C'était fait pour ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le web. C'était fait en toile d'araignée, en fait. Et donc, pour être très résistant en cas d'attaque nucléaire, donc c'est un réseau militaire qui évolue, dont la gouvernance évolue, dont la technologie évolue, dont l'usage évolue, dont l'impact sur la société est de plus en plus grand. Et donc, moi, je trouve que c'est une grande chance et aussi une grande responsabilité de participer à son futur, en fait. Justement, on le voit sur l'intelligence artificielle. Là, il y a presque un mouvement. On demande de faire une pause dans la recherche tellement ça va vite. Internet peut effrayer dans cette évolution si rapide. Est-ce que toi, des fois, tu doutes de cette toile qui pourrait être hors de contrôle ? Bien sûr. L'être humain n'a jamais résisté au progrès. Donc, on ne fera pas de pause, en fait. L'être humain, il n'est pas du tout fait comme ça.
Donc, bien sûr, c'est un côté effrayant, parce que bien sûr, comme toutes les innovations, l'usage peut être extrêmement déviant. Sur l'IA, c'est quelque chose de très puissant, l'IA. Donc, il y a un livre, d'ailleurs, de Luc Julia, qui est un Aveyronais aussi, hein, sur l'IA n'existe pas, qui est absolument passionnant, qui est quand même le papa de Siri, hein, donc l'IA dans Apple, l'IA vocale dans Apple. C'est vraiment intéressant, son bouquin sur l'IA. Donc oui, bien sûr, ça pose plein de questions éthiques, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de chance. On n'a pas que des problématiques tech, où il y a beaucoup, évidemment, de questions éthiques. Et maintenant, la peur, poser les crayons et dire l'Europe doit s'arrêter et réfléchir, moi, j'y crois pas. Je pense que pour avoir de l'impact, il faut être dans le marché, il faut avoir de l'impact économique. Dans l'histoire du monde, aucune civilisation a eu de l'impact si elle n'avait pas d'impact économique, hein. Ça s'est jamais vu, en fait. Donc je vois pas pourquoi ce serait le cas aujourd'hui. Encore moins aujourd'hui, je pense. Encore moins aujourd'hui. Vous avez vécu en Californie. Oui. Vous en êtes revenu. Est-ce que justement ça correspond à cette envie de faire partie de la tech européenne? Bien sûr. Enfin, on a toujours fait partie de la tech européenne, puisque nos équipes tech ont toujours été basées en France. Maintenant, oui, ça fait partie d'une envie d'avoir plus d'impact, en Europe, oui, bien entendu. Pour peser entre les États-Unis et la Chine, pour faire... Ouais, c'est pas simple d'exister entre les États-Unis et la Chine, pour de vrai. Donc oui, il faut... je pense qu'on a été assez naïfs en Europe pendant une vingtaine d'années. Là, on commence à être moins naïfs, mais c'est pas gagné. Je te ramène à la série Pionnière pour le coup. Le digital, est-ce que c'est un milieu qui est ouvert aux femmes? Non, les chiffres sont catastrophiques, hein. La tech, le digital, les chiffres sont catastrophiques, et pourtant, on aurait pu se dire, le problème de la parité, hein, on dit toujours, ah ouais, mais bon, c'est compliqué, parce que on a de l'historique, on a du backlog, quoi. Donc, oui, mais c'est une boîte de l'industrie, vous comprenez, il y avait 90% d'hommes, alors avant qu'on arrive à les quitter, c'est difficile. Bon, la tech, ça n'existait pas il y a 20 ans, hein. Google, ça a 20 ans. Donc, on ne peut pas dire que c'est un problème d'historique, quoi. Et pourtant, les chiffres sont catastrophiques, hein. À la fois sur les ratios dans les boîtes constituées, sur les chiffres sur l'entrepreneuriat féminin dans ces domaines-là. Donc on a beaucoup de travail dans les métiers tech, beaucoup de travail qui commence aussi dès le plus jeune âge, hein, parce qu'on a un problème dès les filières scientifiques, en fait. Donc, on a besoin d'expliquer aux jeunes femmes que c'est des filières dans lesquelles on peut exprimer beaucoup de talent, et c'est des filières qui façonnent le monde de demain. Donc, on a besoin de femmes parce qu'on a besoin de parité pour fabriquer le meilleur monde possible pour demain. C'est évident, en fait. Tout à l'heure, tu parlais du monde académique dans lequel on ne t'a jamais renvoyé au début à ta condition de femme. Est-ce que la tech te l'a renvoyé, ça? Est-ce que tu te justifies en tant que femme aujourd'hui encore? Alors, moi, honnêtement, à titre personnel, je ne l'ai jamais ressenti, vraiment. Maintenant, les chiffres sont là. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité... à titre personnel, on va dire avec mes clients ou dans le marché, je l'ai jamais ressenti. Je l'ai ressenti des fois avec des candidats, par exemple, ou des gens qui disaient à mon associé qui demandait à son assistante de noter les trucs. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est non,
moi, c'est pas quelque chose auquel j'ai été, en tout cas, qui m'a freiné ou auquel j'ai pu être sensible. Maintenant, c'est évidemment, ça existe. Évidemment, les chiffres sont catastrophiques et évidemment, il faut se battre. Toi, je crois que dans ta société, vous avez l'égalité, la parité parmi les employés. On a la parité dans les équipes, on a la parité au board, on a la parité dans les instances dirigeantes. Oui. C'est vraiment écrit dans vos statuts comme un engagement? C'est pas écrit, mais ça a toujours été le cas, et ça le restera. Ok. Mais c'est pas écrit. En 2019, Forbes t'a classé parmi les 40 femmes, je ne sais plus comment ils l'ont défini, influentes en France peut-être, en disant de toi que tu es la pionnière en France du marketing digital. Donc il y a un petit article hyper élogieux, mais moi qui me laisse toujours un double sentiment à la fois. On te ramène toujours à toi en tant que femme, parmi les femmes qui pèsent dans la tech, alors que tu pèses en tant que personne dans la tech. Oui. Quel sentiment tu as, toi, par rapport à ça? C'est compliqué parce qu'effectivement, c'est un sujet où il faut aller chercher des rôles modèles, donc il faut aller en chercher. Donc c'est une manière de les mettre en avant, c'est aussi une manière de les cornériser par certains égards. Je pense que de toute façon, on a besoin de verbaliser, on a besoin d'en parler. Donc, au fond, c'est pas très grave si ça fait. Si c'est un peu à l'écart, on va dire, mais c'est vrai que quand on regarde le Next 40, on a du boulot. On a vraiment du boulot. Il y a des gens qui font un travail exceptionnel. Sista fait un travail exceptionnel. Il y en a plein d'autres, mais on est loin du bout. Ouais. Tu donnes le conseil aux femmes d'être décomplexées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut rien se passer de bien grave, donc faut être soi-même. Voilà, il faut pas. Si déjà avant de faire quelque chose, on se demande si c'est bien ça, si ça se fait, on fait plus rien en fait. Donc il ne peut rien se passer de très grave au fond. On n'est pas. Voilà, moi je suis pas chirurgien cardiaque, chirurgien. J'ai pas la vie de gens entre les mains, il peut rien se passer de très très grave. Donc il faut oser? Il faut oser, il faut faire ce qu'on pense juste et ce qu'on pense pertinent et ce qu'on pense avoir l'impact le plus positif. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines années? Qu'on ait plus de femmes qui choisissent les voies tech, les voies scientifiques, on va dire, après le bac et pendant le bac, puisque maintenant on a malheureusement en plus de moins en moins de femmes, de jeunes filles qui choisissent les filières mathématiques depuis la réforme et depuis le Covid. Donc on a régressé sur ces sujets. Voilà, et je pense qu'on peut tous se le souhaiter, parce que c'est vraiment important. Et puis sinon, que Numberly puisse continuer à permettre à des gens en Europe d'exprimer leur talent en tech, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, mais il faut des endroits pour l'exprimer. C'est pour ça que je suis particulièrement contente que tu aies accepté de faire partie de cette collection, parce que il n'y en a pas beaucoup de femmes aveyronnaises qui ont ton expérience dans la tech, et je trouve super que tu puisses le partager dans cette collection particulièrement. J'ai une question qui est rituelle pour finir les entretiens. Oui. C'est une colle. En quoi est-ce que tu crois? Quoi est-ce que je crois? Moi, je crois dans le plaisir de faire les choses et dans l'amusement qu'on peut y prendre. Et voilà, je crois dans le fait de fabriquer des choses, même immatérielles, de les construire avec d'autres gens. Et je crois dans les
petits impacts positifs comme dans les grands. Je pense qu'on a plein d'enjeux. On a plein d'enjeux sur le carbone, on a plein d'enjeux sur le gender equity, on a plein d'enjeux dans la tech. Et si on commence à se dire que les petits impacts sont pas importants, on fait plus rien en fait. Donc je crois dans les petits et les grands impacts. Il n'y en a pas de grands si on n'a pas de petits. Voilà, moi j'ai 3 enfants. Alors j'ai 2 filles, mais la première fait médecine, donc On y revient. elle ne fera pas de tech, même si honnêtement, il y a de plus en plus de tech dans les métiers de la médecine, et c'est assez passionnant d'ailleurs, parce que je pense que notamment dans tout l'apprentissage, par exemple, des gestes chirurgicaux, l'IA peut être vraiment extrêmement intéressant pour aider les étudiants à progresser dans leurs gestes. Donc finalement, je pense que c'est un monde qui est de moins en moins éloigné de la tech. Et donc, voilà, je crois dans les petits impacts. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à tes enfants ? Du coup, j'ai perdu le fil. T'as oublié les 2 petits ? Et les 2 petits, maintenant, mais on va voir si j'en ai un des 2 qui... si ma fille et ou mon fils seront dans ces domaines, je sais pas. Je sais pas, je pense qu'ils ont... Ils ont aussi tous les 3 un attachement fort à l'Aveyron, même si alors les 2 petits ont quand même beaucoup grandi aux États-Unis, mais l'Aveyron, ça reste un endroit important pour eux, et je pense que c'est important, sur des gens comme ça, des enfants qui ont beaucoup bougé, c'est important d'avoir un espèce de pilier comme ça, ou de centre de gravité qui reste un peu immuable, c'est important. Ce sera ton mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup, Idélis. Avec plaisir, Lola. Vous êtes arrivés au bout de ce nouvel épisode de la saison 3 de Finta. J'espère qu'il vous a plu et que cette conversation avec Iselis Coste ouvre votre champ des possibles comme il a ouvert le mien. Vous pouvez prolonger le plaisir en découvrant ou en redécouvrant les femmes pionnières sur www.fintapodcast.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Il suffit de remonter un tout petit peu le temps. Finta est un podcast écrit, réalisé et produit par moi-même, Lola Cross. Il est mixé par Mathieu Viguier du studio Cued. Si vous appréciez Finta et que vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur soutien que vous puissiez apporter au podcast. Vous pouvez suivre toute son actualité sur www.fintapodcast.fr, sur les réseaux sociaux avec finta.lepodcast, et aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir les nouveaux épisodes directement dans votre boîte mail. À très bientôt.